Bonjour, je m'appelle Léonie et au cours de mon stage à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, j'ai travaillé sur les restitutions des couverts végétaux. Donc, au cours de ce webinaire préenregistré, je vais vous présenter les résultats de suivi de cette année. Nous avons décidé d'axer sur l'intérêt des couverts pour la culture suivante et nous sommes également appuyés sur la méthode Merci que je vous présenterai au cours du webinaire. Alors, quels étaient les objectifs du suivi? Le premier, c'était de comparer le développement des différentes espèces qui composent les couverts étudiés, puis de caractériser les dynamiques de restitution en azote minéral des couverts en fonction du type de couvert, de la date ou de la méthode de destruction. Et enfin, nous avons comparé les résultats des restitutions avec ceux estimés par la méthode Merci afin de valider cette dernière dans la région. Alors, un petit rappel sur ce que sont les intercultures. Il s'agit d'une pratique qui consiste à mettre en place un couvert composé d'une seule espèce ou d'un mélange d'espèces végétales entre deux cultures et de ne pas récolter le couvert, mais de le détruire juste avant la mise en place de la culture suivante. Quels sont les intérêts des couverts? Alors, vous en avez trois principaux qui m'ont été le plus souvent évoqués par les agriculteurs chez qui nous avons suivi les couverts, donc qui sont la lutte contre l'érosion, l'apport d'azote pour la culture suivante et enfin l'amélioration de la structure du sol. Ils m'ont également proposé d'autres avantages qui étaient aussi importants à leurs yeux, qui étaient le lessivage, d'éviter le lessivage de l'azote au cours de l'hiver, qui a fréquemment lieu lorsque le sol est nu, de favoriser la biodiversité, favoriser la vie du sol, puisqu'on a un sol qui est couvert en continu, et enfin de lutter contre les adventices. Je vais maintenant vous présenter les modalités du suivi 2020-2021. Nous avons suivi 8 parcelles situées autour de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Nous avions 4 parcelles avec un couvert Vessavoine, dont une où il y avait également une partie de la parcelle recouverte de févrole, une parcelle entièrement recouverte de févrole, et enfin 3 parcelles avec des mélanges contenant de la moutarde. Elles ont toutes été plus ou moins semées au même moment, c'est-à-dire début septembre, et détruites entre fin février et début mai pour la plus tardive. Donc, je vous ai mis de deux couleurs différentes à chaque fois les modalités que nous avons suivies, qui correspondent à chaque fois à deux zones de la parcelle. Donc, par exemple, on a souvent des méthodes de destruction différentes. Par exemple, sur la première, pâturage et broyage. Il y a également des parcelles dont les dates de destruction sont différentes. Elles sont souvent éloignées de à peu près un mois. Et enfin, sur la parcelle où il y a de la Vessavoine et de la févrole, donc nous avons suivi de façon différente la parcelle avec la partie avec la Vessavoine et celle avec la févrole. Alors, quels sont les différents points qui ont constitué le suivi? Premièrement, des prélèvements de biomasse dans les couverts juste avant la destruction. À partir de ces prélèvements, nous avons fait deux choses. La première, ça a été d'envoyer les échantillons en laboratoire afin de connaître la composition de chaque espèce, son différents éléments, donc le carbone, l'azote, le potassium, le phosphore, etc. Et d'estimer à peu près quelle quantité de ces éléments allait être restituée à la culture suivante. À partir des prélèvements et de leurs données, nous avons également utilisé la méthode Merci, qui nous permet d'estimer également la restitution des couverts. Et donc, nous avons comparé les résultats entre les résultats d'analyse du laboratoire et ceux de la méthode Merci, afin de voir si la méthode Merci fonctionnait bien sur les parcelles que nous avons suivies. Et la deuxième partie, donc au champ, nous avons prélevé des portions de sol dans les deux modalités que je vous évoquais tout à l'heure, toutes les 3 semaines sur chaque parcelle. Et nous avons analysé les échantillons avec un nitrate-check afin de connaître la quantité d'azote disponible dans le sol toutes les 3 semaines et de pouvoir comparer ces résultats à ce que nous avions estimé par les deux méthodes et de voir si les institutions étaient cohérentes à nos estimations. Donc, je vais vous préciser comment les prélèvements de biomasse ont été réalisés. Ils ont été réalisés à différentes dates. Un premier prélèvement a été fait sur toutes les parcelles au mois de décembre, un autre juste avant la destruction, donc en février, mars ou avril selon les parcelles. Et enfin, sur une seule parcelle, nous avons pu réaliser un dernier prélèvement au mois de mai, puisqu'elle a été détruite plus tardivement. À chaque fois que nous faisions un prélèvement sur une parcelle, nous prélevions la matière sur un quadrat de 1 mètre carré et nous prélevions espèce par espèce afin d'avoir la biomasse de chaque espèce. À partir des données de ces prélèvements, je vous ai fait un graphique qui représente l'évolution de chaque espèce au sein des couverts. Donc, on va le regarder de gauche à droite.
La partie à gauche correspond au premier prélèvement au mois de décembre. On voit que pour tous les couverts, on est entre environ 1 et 2 tonnes de biomasse sèche, sauf pour 2 parcelles. Une parcelle de Vessarvoine, la parcelle queue, qui a été semée plus tardivement, début novembre, donc c'est normal qu'il y ait moins de biomasse, et la parcelle Faine, qui, elle, se trouve en altitude, dans des conditions climatiques plus rudes, et elle a souffert du manque d'eau, donc ce qui explique ce développement un peu moins important que les autres. Donc, on voit que pour les 2 parcelles de Vesse-Avoine, qui sont les 2 plus à gauche, on a un développement important de l'avoine par rapport à la Vesse, mais surtout le début du développement d'Adventis qui correspond à du riz gras. Ensuite, si on regarde les parcelles avec la févrole, on voit que la févrole en jaune s'est bien développée. Elle a été en concurrence avec les repousses de blé sur la parcelle gare. Et pour finir, les 3 parcelles avec la moutarde qui est en vert, on voit que la moutarde s'est bien développée, tout comme la facénie en bleu foncé. En ce qui concerne le radis chinois, il s'est bien développé également, mais comme il s'agit d'une espèce qui produit également de la biomasse en profondeur et qu'on n'a pas accès à cette valeur, on peut supposer qu'il y a également une part importante de biomasse qui se situe en profondeur. Et on note aussi également le début de développement du riz gras dans la parcelle au lit, qui peut s'expliquer par le fait que le couvert était moins dense, puisque 2 espèces qui composaient le mélange n'ont pas levé. Il s'agit du trèfle d'Alexandrie et du Niger. On ne sait pas s'il s'agit de la semence ou des conditions qui n'étaient pas adaptées à ces espèces, mais elles n'ont pas levé. Ensuite, si on passe à la partie de droite du graphique, qui correspond au prélèvement juste avant destruction, on voit que les 3 couverts de Vesse-Avoine sont assez équivalents. Le couvert qui avait été semé plus tardivement a bien rattrapé les 2 autres. On a toujours une prédominance de l'avoine dans la biomasse et surtout le développement du riz gras qui a continué dans les 2 premières parcelles. Ensuite, si on passe à la févrole, on voit qu'elle a produit une quantité de biomasse qui est vraiment importante. Elle a toujours été en concurrence avec le blé dans la parcelle gare. Et surtout, ces 2 parcelles ont été prélevées à 2 dates différentes. La parcelle gare a été prélevée 1 mois avant la parcelle peau. Et on voit qu'en 1 mois, la févrole a continué à se développer, notamment grâce aux pluies, et à produire une biomasse très importante. Et pour finir sur les couverts avec la moutarde, donc la moutarde a produit une biomasse qui est vraiment importante. On voit que la facélie et le radis chinois, quant à eux, ont plutôt diminué et en effet, ils ont souffert du gel. Et les adventices, et c'était également du riz gras, se sont bien développés dans la parcelle FDR et la parcelle Oli, qui a, elle, une biomasse très importante grâce à la moutarde. Et pour finir sur la parcelle sur laquelle nous avons pu faire un dernier prélèvement, c'était une parcelle de Vesse-Avoine, on voit qu'elle est très équilibrée en Vesse et en avoine. Elle a bien profité des pluies qui ont eu lieu en avril pour produire une biomasse assez explosive. Et on voit quand même qu'il y a du riz gras dans la parcelle. Alors, voilà pour le développement des couverts. Je vais vous présenter maintenant la méthode Merci, qui est une méthode qui permet d'estimer les restitutions des cultures intermédiaires. Elle a été mise au point d'abord par la Chambre d'agriculture du Poitou-Charentes, puis une nouvelle version a été élaborée par les différents organismes que vous voyez à l'écran. C'est une méthode gratuite que vous pouvez retrouver en ligne grâce au lien que je vous ai mis sur la diapositive. Alors, quelles sont les données dont vous avez besoin pour utiliser la méthode Merci? Il vous faut d'abord des données de localisation de la parcelle, des données de gestion des résidus du couvert, s'ils sont enfouis ou laissés en surface. Et surtout, il vous faut les données des prélèvements qui ont été réalisés. Donc, à la manière dont je vous ai présenté ceux que nous avons réalisés, il faut pour chaque espèce la biomasse sèche ou fraîche des différents quadrats réalisés. Et à partir de ces données, la méthode Merci renvoie les caractéristiques du couvert, qui comprennent notamment l'azote total piégé et l'azote restitué, ainsi qu'un calendrier d'estimation des restitutions de l'azote minéral, des restitutions également pour le phosphore, le potassium et des autres éléments. Et enfin, ce qui va nous intéresser dans le suivi des couverts, c'était également la contribution au stockage de carbone dans le sol, donc à l'enrichissement en matière organique. Donc, nous avons utilisé la méthode Merci avec les prélèvements que nous avons réalisés et nous avons surtout regardé l'azote dans un premier temps. Donc, sur ce graphique, vous avez en bleu pour chaque couvert
l'azote piégé, qui correspond à l'azote prélevé dans le sol par le couvert, donc qui ne sera pas lixivié, et pour les couverts avec légumineuses, l'azote atmosphérique qui a été fixé par les plantes. Donc, sans surprise, on voit que les deux couverts qui étaient composés de févrole, les couverts peau et gare, on a une quantité d'azote piégé qui est importante. Mais on remarque aussi que l'azote piégé est fortement lié à la biomasse, puisque par exemple, la parcelle Oli, qui avait une forte biomasse, mais qui ne contenait pas de légumineuses, a une quantité d'azote piégé importante. Et c'est confirmé par la droite que vous voyez à la droite de l'écran, qui représente l'azote piégé en fonction de la biomasse. Donc, on voit qu'on a une droite linéaire. Et ensuite, si on regarde cette fois les colonnes oranges qui correspondent à l'azote restitué, donc on voit que plus le couvert a piégé d'azote, logiquement, plus il en restitue. Par exemple, la parcelle peau qui a piégé 135 unités est capable d'en restituer 60, alors que la parcelle Fen qui n'en a piégé que 26 ne peut en restituer que 12. Et on voit que la parcelle qui a été détruite la plus tardivement permet de piéger une très grande quantité d'azote et d'en restituer également beaucoup. Mais si on regarde plus en détail la proportion d'azote qui est restituée, et c'est les pourcentages en bleu foncé, on voit qu'ils varient d'une parcelle à l'autre. Et c'est là qu'intervient le C sur N du couvert. Donc, je vais vous donner plus de détails. Le C sur N d'un couvert, c'est la teneur en carbone sur la teneur en azote des tissus. Par exemple, un couvert qui a un C sur N de 100, comme la paille, contient 1 g d'azote pour 100 g de carbone. Donc, plus un couvert est carboné, plus son C sur N est élevé, mais le C sur N d'un couvert varie au cours du développement du couvert. Lorsque le couvert est jeune, il est riche en azote, donc avec un C sur N faible, et au fur et à mesure de son développement, il s'enrichit en carbone et son C sur N augmente. Le C sur N dépend également de l'espèce qu'on considère, puisque les légumineuses ont un C sur N plus faible à un stade donné que par exemple une graminée ou une crustacée. Alors, quel est le rôle du C sur N dans la restitution de l'azote? Tout se passe au niveau de la biomasse microbienne, puisque c'est elle qui consomme les résidus du couvert. La biomasse microbienne a un C sur N de 5, c'est-à-dire que pour consommer 20 g de carbone, elle doit consommer 4 g d'azote. Donc, si on prend 100 g de carbone issus d'un couvert quelconque, il y en aura 80 qui seront oxydés en CO2 par la respiration et les microbes vont utiliser 20 g de carbone et une certaine quantité d'azote qui dépend donc du C sur N du couvert. Si on avait de la paille, on va se retrouver avec uniquement 1 g d'azote. Donc, les micro-organismes vont utiliser l'azote minéral qui se trouve dans le sol pour consommer le carbone. Et le stock d'azote minéral dans le sol va donc diminuer. Et c'est dans ces situations-là qu'on se retrouve avec des fins d'azote. En revanche, si on a un C sur N avec un couvert avec un C sur N plus élevé de 15, par exemple, nous aurions 20 g de carbone, mais cette fois 15 g d'azote pour le consommer, ce qui est largement suffisant et même excédentaire, puisqu'on va pouvoir minéraliser et ajouter au stock d'azote minéral 11 g d'azote. Donc, pour conclure sur le C sur N, si on veut maximiser les restitutions en azote, il vaut mieux partir sur la destruction d'un couvert jeune et riche en légumineuses. Mais attention, parce que les restitutions d'azote seront rapides et il faut pouvoir avoir mis en place sa culture juste après pour pouvoir profiter des restitutions d'azote. Si on veut au contraire augmenter la matière minérale de son sol, il vaut mieux partir sur un couvert qui contient moins de légumineuses, plus de brassicacées, de graminées, et le détruire de façon un peu plus tardive. Alors, pour en revenir à notre graphique précédent, j'ai rajouté les C sur N, et on voit qu'effectivement, les couverts avec des C sur N élevés, par exemple le couvert FDR qui a un C sur N qui est proche de 20, donc élevé, restitue uniquement 27% de l'azote piégé, donc ça ne fait que 20 unités sur les 75 piégés. À l'inverse, si on regarde son voisin, le couvert gare, qui était composé de févrole uniquement, de la févrole qui a été détruite tôt, le C sur N du couvert est faible au moment de la destruction, donc le couvert va pouvoir restituer une cinquantaine d'unités. Et c'est pareil si on s'intéresse cette fois aux 3 couverts de Vess Avoine.
les couverts qui avaient des graminées, donc du raie gras, une espèce qui est carbonée, donc riche en carbone, ont des C/N plus élevées et des restitutions plus faibles que le couvert de veste avoine qui avait moins d'adventices et dont le C/N est plus faible. Alors maintenant, on va passer à la partie où on compare les résultats des analyses de données en laboratoire avec les restitutions estimées par la méthode MERCI. Donc, on a fait analyser chaque espèce des couverts et le laboratoire nous a renvoyé leur composition en azote, en carbone, en potassium, en phosphore, en magnésium. Et nous avons pu comparer ces restitutions avec celles de la méthode MERCI. Donc, d'abord, si on se concentre sur l'azote, vous avez ici deux représentations de la même chose. Celle de gauche, c'est un histogramme avec en rouge l'azote contenu dans le couvert, donc la donnée laboratoire, et en marron, l'azote estimé par la méthode MERCI. Et on voit que pour chaque couvert, la différence est faible, au maximum une dizaine d'unités, ce qui est vraiment faible, sauf pour la parcelle Oli, chez qui la différence est plus élevée. Et ça s'explique par le fait que la parcelle était très hétérogène et que les prélèvements n'ont pas pu être représentatifs de la parcelle. Et c'est accentué par le fait qu'en laboratoire, seule une petite partie de l'échantillon qu'on envoie est analysée, et donc ce qui réduit encore la représentativité de cette donnée. Et à droite, donc nous avons tracé l'azote estimé par la méthode MERCI en fonction de l'azote issu de l'analyse, et on voit qu'on obtient une droite linéaire qui est très proche de la droite Y égale X, qui signifierait que les deux données sont égales. Donc la conclusion, c'est que la méthode MERCI est très fiable pour estimer la quantité d'azote piégé par le couvert, en tout cas pour nos données. Et nous avons réalisé exactement la même chose avec les éléments phosphore et potassium. Et une fois encore, on constate qu'on a des droites qui sont proches de Y égale X et peu de différence entre les deux barres, sauf à chaque fois pour la parcelle Oli, pour la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et un petit point sur les éléments phosphore et potassium, contrairement à l'azote qui est facilement lixivié, ils sont fortement liés aux argiles et donc difficilement disponibles pour les plantes qui doivent aller les extraire. Et le rôle du couvert, c'est donc au final d'extraire ces éléments et de les rendre disponibles pour la culture suivante sous forme soluble. Donc le couvert n'enrichit pas le sol en phosphore et en potassium comme ne pourraient le faire les légumineuses avec l'azote, mais rend disponibles des quantités de phosphore et potassium déjà présentes dans le sol pour la culture suivante. Et pour finir cette présentation, je vais vous montrer les résultats des prélèvements de sol et du suivi de l'azote minéral dans le sol dans deux parcelles. Donc une première parcelle avec un couvert veste avoine qui a été pâturé mi-mars sur la droite de la parcelle et qui a été broyé à gauche au mois de mai. Donc on voit que juste après le pâturage, on a une restitution d'azote dans la partie pâturée qui correspond à peu près à ce qui a été estimé par la méthode MERCI. C'est une restitution d'azote qui est rapide, notamment par le fait que le pâturage permet d'abaisser le C/N de la matière restituée. Donc la restitution est rapide. On voit par la suite qu'il n'y a plus d'azote dans le sol pour les prélèvements suivants. Cela s'explique par le fait qu'il a plu, donc l'azote a pu être lixivié, mais surtout utilisé par le couvert qui est reparti, comme on le voit sur la photo, dans la partie pâturée. Le couvert est reparti et a continué à produire de la biomasse. Début mai, la partie qui n'avait pas été broyée l'a été, et puis le travail du sol a eu lieu sur l'entièreté de la parcelle. Et on voit que le travail du sol permet directement d'accélérer la minéralisation, puisque directement après, nous avons des restitutions d'azote qui sont assez similaires, mais avec une tendance favorable pour la partie qui a été pâturée, alors que la biomasse était plus faible. On peut expliquer ça toujours par le C/N, puisqu'il s'agissait de repousses, donc de jeunes plantes. Leur C/N était faible, donc les restitutions dans la partie pâturée sont plus rapides que dans la partie broyée, même si la biomasse de la partie broyée était supérieure. Donc cette parcelle va continuer à être suivie pour voir si cela se confirme et si les restitutions ont lieu dans la partie broyée.
Et la dernière parcelle, qui est une parcelle de févrole qui a été détruite de manière différente. À droite, elle a été broyée plus roulée et à gauche, elle n'a été que roulée. Et donc, on voit que juste après la destruction du couvert, on a 10 unités de plus dans la partie broyée, ce qui est cohérent. Le fait de broyer le couvert permet d'accélérer sa minéralisation. Et la tendance s'inverse. Juste au prélèvement suivant, cette fois, les 10 unités sont en faveur de la partie qui a été juste roulée. Et pour le prélèvement suivant, nous n'avons pas de différence significative. Ensuite, il y a eu un apport d'azote qui engendre une différence très importante entre les deux parties. On ne peut pas l'expliquer uniquement par le couvert, puisque l'estimation de ce qui doit être restitué est de 60 unités seulement. Or là, nous avons une différence de près de 200 unités. Donc, il y a d'autres facteurs qui sont intervenus, mais nous ne savons pas lesquels. Donc, pour conclure, donc sur le développement, les points importants, c'est que la moutarde et la févrole produisent une quantité de biomasse importante. La facélie aussi, avant de geler. Donc, c'est une donnée qui est importante. Si on veut, par exemple, détruire son couvert uniquement par le gel, la facélie peut être une bonne candidate puisqu'elle craint le gel. On retient également le développement de raigrats importants dans les couverts de veste avoine, à l'inverse de la févrole dans laquelle il y a peu d'adventices. D'après les agriculteurs, c'est une année plutôt exceptionnelle de ce point de vue-là. Donc, pourquoi pas associer la févrole à des espèces comme l'avoine et la facélie pour avoir une couverture plus importante et diminuer la pression des adventices les années où elle est importante. Ensuite, en ce qui concerne l'azote restitué, si l'objectif est de restituer de l'azote, il vaut mieux partir sur un couvert riche en légumineuses et détruit assez tôt, mais pas trop tôt par rapport à la mise en place d'une culture suivante. À l'inverse, si l'objectif est d'apporter de la matière organique, on part sur un couvert plus riche en brassicacées et en graminées, on détruit plus tardivement. Enfin, le couvert veste avoine est un bon intermédiaire de ce point de vue-là. Il permet également des restitutions importantes, comme nous l'avons vu avec la parcelle qui a été détruite au mois de mai, s'il est détruit de façon tardive. Et pour finir sur la méthode Merci, comme nous l'avons vu, elle permet d'estimer de façon fiable la quantité d'éléments piégés, que ce soit pour l'azote, le phosphore ou le potassium. Donc, je vous encourage vraiment à l'utiliser si ça vous intéresse, puisqu'elle est gratuite et vraiment facile d'utilisation. En ce qui concerne la confirmation des restitutions par les résultats des analyses de sol, c'est un point qui est un peu plus compliqué, comme vous l'avez vu sur les 2 diapos précédentes. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir encore travailler. Voilà, je vous remercie de votre attention.